Ok, nous vous présentons les comptes rendus de la première journée de la formation, 9e jour du mois d'octobre l'an 2023. Il y a eu la participation de 25 personnes, dont la liste sous forme de capture d'écran a été partagée hier dans les groupes. La formation d'hier a été facilitée par professeur Nadine Kaïba et Dr Didier Moulolo. Les rapporteurs, c'était moi-même, Dr Alain Yamba, et la réunion s'est tenue en ligne via l'application Zoom. Deux points étaient Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il y a eu l'ouverture de l'atelier, l'introduction, ainsi que le premier module a été abordé. Du premier point de l'ouverture de l'atelier, la présidente du conseil d'administration de EasyWay ONG a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants et a suivi la présentation des facilitateurs de cette formation, la présentation des organisateurs, ainsi que celle de participants. Et enfin, l'agenda a été présenté et adopté en plénière. Le point 2 de l'introduction. Sur ces points, la PCA a présenté les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de cette formation, les résultats attendus à la fin et les modes d'enseignement. Tous les participants ont été encouragés à la régularité, à la ponctualité et à être interactifs durant cette formation. L'organisation prévoit une formation de 5 jours qui se tiendra chaque jour de 7h à 9h juste heure de Kinshasa. Et cette formation ira du 9 au 13 octobre et à la fin, elle sera certifiée. Du premier module comme troisième point de cette formation, ce module sur la démarche d'un projet a été facilité par Dr Didier Moulolo et a porté sur 6 points. Le premier point, c'était ce qu'on appelle plan, programme, projet et projet bancal. Il a donné également les caractéristiques internes et externes d'un projet, les nouveautés, l'unicité, l'importance, qui sont comme caractéristiques internes, les coûts, les temps et la qualité, qui sont les caractéristiques externes. Le deuxième point porté sur les intérêts à rédiger un projet. Il a montré que les projets, c'est le socle du développement. Les projets apportent les changements à travers les différents secteurs de développement d'une communauté. Et au troisième point, il a énuméré les types de projets. Il a parlé des 4 types de projets de développement qui ont été discutés. Il a montré les acteurs du projet, notamment les donneurs ou les bailleurs de fonds, l'équipe du projet, les utilisateurs, les fournisseurs et l'équipe qui peut apporter les soutiens au projet. Enfin, il a fini par les facteurs de réussite d'un projet qui sont une démarche logique, la pertinence du projet, sa faisabilité, la durabilité, le partenariat, l'efficacité, l'efficience, l'impact. Et à l'issue de cette présentation, il y a eu un échange enrichissant entre les participants et les facilitateurs. Et cet échange, chacun a trouvé satisfaction à ses préoccupations. Débuté à 8h03, la formation a pris fin à 10h, heure de l'Est, bien sûr, à la satisfaction de tous et avec une évaluation de la journée et une photo de la famille. Alors, par rapport à cette évaluation, comment se présentent les résultats? Les résultats se présentent comme suit. Par rapport au contenu de la formation ou à la matière, sur 25 participants, 17 ont donné leur avis et parmi les 17, 10 ont apprécié à 5 sur 5 les contenus de la formation. 6 ont coté à 4 sur 5 les contenus de la formation et une personne a coté 3 sur 5 les contenus de la formation.
Et par rapport aux facilitateurs ou les formateurs du jour, sur 17 votants, 7 ont voté 5 sur 5, 6 ont voté 4 sur 5 et 4 personnes ont voté 3 sur 5. Et par rapport à la participation, l'interaction des participants, 5 personnes ont voté 5 sur 5, 7 personnes ont voté 4 sur 5 et 6 personnes ont voté 3 sur 5. Et par rapport à l'organisation, le respect du temps, la connexion, les outils, 5 personnes ont voté 5 sur 5, 7 personnes 4 sur 5 et 5 personnes 3 sur 5. Et ça, c'était une question qu'on pourra discuter à la fin. Sur 17 participants, 15 ont voulu connaître davantage sur EasyWay et ont émis le vœu de rejoindre les réseaux. Et c'est pourquoi nous avons mis à jour notre plan. Les derniers jours, il y aura une petite présentation de EasyWay pour que ceux qui sont intéressés pourront savoir les modalités d'adhésion. Et si vous remarquez par rapport à l'évaluation, nous avons des points améliorés par rapport à l'organisation et des points par rapport à l'interaction, à notre participation. Malheureusement, on n'avait pas laissé une question pour permettre aux gens de s'exprimer par rapport aux choses qu'on doit réellement améliorer, mais nous espérons qu'on va adapter cela pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. OK, merci beaucoup. Là, je vais donner la parole aux participants pour des amendements et approbation de ces comptes rendus. Je disais merci pour la parole. Je tiens d'abord à remercier l'équipe du reportage du jour pour les efforts fournis pour nous présenter ce compte rendu et plus ou moins bien fait. Mais j'avais des remarques, notamment c'est sur la partie interactive. Euh, bon, il a dit qu'il y a, après euh, la séance du jour, il y a eu une interaction entre les participants et les formateurs, mais il fallait plus ou moins ressortir quelques lignes par rapport aux questions qui ont été posées, les questions pertinentes par rapport à la formation et à la matière du jour. Il fallait au moins ressortir ça. Deuxièmement, je suis au niveau de la cotation. Il y a un membre qui a coté 3 sur 5 au niveau de l'importance de la matière, et qui équivaut à, en termes de pourcentage, 60%, ce qui n'est pas satisfait. Est-ce que y a-t-il moyen que ces membres-là nous disent pourquoi il n'est pas satisfait? Cela peut aussi permettre à l'équipe de facilitation et celle des formateurs d'améliorer la matière. C'est un peu ça, merci. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle? Merci. Je salue la présence du docteur Idier dans la salle. Voilà, moi, je vais peut-être... Merci, docteur. Merci. Donc, merci à docteur Edo. J'ai- Je suis d'accord avec lui aussi. Donc, je m'inscris à ce qu'il a dit. Donc, voilà, cette formation, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Donc, nous adaptons les choses par rapport aussi à l'auditoire. Donc, vous avez vu dans le groupe aujourd'hui, on a balancé un petit questionnaire sur les objectifs personnels, en fait, les attentes de chacun par rapport à cette formation. Je pense qu'on va ajouter également la question de docteur Edo. Euh, je pense que les rapporteurs du jour a pris en compte ces observations. Donc, d'abord, les rapporteurs d'hier pour amender et puis les rapporteurs du jour pour améliorer les choses. Donc, et moi, je notais qu'il y avait
un petit souci dans la participation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va essayer d'améliorer ça aussi, nous tous. Donc, j'invite tout le monde à participer, à interagir à la formation. Voilà, donc, mais sinon, je demande à tous, après avoir pris la parole, détacher à désactiver le son pour éviter les interférences et nous permettre de bien avancer. Voilà, la question sur l'organisation a été abordée par Dr. Edo, donc je m'arrête par là. Je vois il y a une main levée. Je vais accorder la parole à Congo. Bonjour à tous, bonjour professeur. Je Bonjour. m'excuse de vous avoir pris à court un peu là. En fait, je voulais donner un commentaire par rapport à l'évaluation, au commentaire que le docteur Edo venait de donner. Mhm. Pour garder le caractère confidentiel de l'évaluation journalière, je préfère que à chaque question qu'on ouvre une rubrique de commentaires pour que Ouais, s'il y a des codes qui sont en dessous, qu'on puisse les commenter, au lieu que la personne individuellement vienne vous voir pour vous donner, donc ça ne serait pas confidentiel. C'est ça ouais. l'observation que je voudrais lever. Merci beaucoup. Je pense que vous avez raison. Merci. Euh, Nous prenons en compte. Docteur Julienne, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je félicite chacun, les rapporteurs et surtout les facilitateurs. C'est très important et très, euh, comment dirais-je, ça va vraiment de pair avec l'objectif que j'étais en train de rechercher, quoi. Je voulais Mhm. vraiment savoir comment élaborer, distinguer les projets et tout. J'ai apprécié hier, mais je reviens sur l'heure. Ouais, vous commencez à 8 heures jusqu'à 10 heures. Nous qui avons des responsabilités, c'est un peu compliqué parce que apparemment, vous vous inquiétez. Non, il n'y a pas d'interaction. On suit. On est là. On est là, mais je voudrais déjà vous m'excuser parce que même si je n'interviens, je peux le faire même le soir après et tout. Mais pendant la télé, là, pendant la formation, excusez-moi d'être un peu plus euh, muette. Merci. Et nous invitons tout le monde à essayer de gérer les choses comme docteur Julienne les fait déjà. Donc, voilà. Nous avons un groupe WhatsApp. C'est pour faciliter les interactions. Donc, la formation ne se limite pas sur le groupe, sur le live. Donc, nous continuons également dans le groupe. Si vous avez eu une préoccupation, euh, voilà, vous pouvez toujours balancer dans le groupe. Tous les animateurs sont là, tout le monde est là. Donc, nous allons continuer le partage. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le premier module sur la démarche de projet. Ce premier module a été abordé hier, où les premiers facilitateurs a présenté les 5 premiers points. Et aujourd'hui, nous allons continuer, poursuivre donc avec la démarche de projet en analysant en fait les 6e points où nous allons discuter des étapes de la démarche de projet. 6 étapes, en fait, seront vues tour à tour en commençant par l'analyse de la situation, la définition des priorités et des objectifs, la conception du projet, la réalisation du projet, la gestion et évaluation du projet et les perspectives et valorisation du projet. Donc, lorsque l'on mène une démarche de projet, on, on évolue en fait en suivant ces étapes. Donc, en premier, il faut d'abord analyser la situation. Lorsque vous avez analysé la situation, vous devrez définir des priorités parce qu'il y a plusieurs besoins et que l'on ne peut pas agir sur tous ces besoins. Il faudra agir sur les besoins prioritaires et donc on va définir les priorités
et qui, en fait, collent mieux aussi, qui sont adaptés aux problèmes que l'on veut résoudre, à notre analyse de la situation et définir les objectifs. Ensuite, après cette première partie où nous faisons en fait l'identification par l'analyse de la situation, la définition des priorités et des objectifs, nous passons donc à la partie de la conception du projet même. Alors, on va concevoir le projet, passer à son exécution, ce qu'on a appelé la réalisation, puis à la gestion de ces projets qui est mise en œuvre et à son évaluation. Ensuite, lorsque le projet est évalué, on va présenter les perspectives à venir ainsi que les éléments de la valorisation du projet qui vient d'être mené ou exécuté. Alors, nous allons donc commencer avec la première étape qui consiste en fait à l'analyse de la situation. Avant de continuer, je voulais avoir une définition dans la salle. Quand on parle de l'analyse, ça vous fait penser à quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça fait penser quand on parle de l'analyse? Oui, s'il vous plaît, professeur. Oui, je vois Euh, docteur Edo et puis docteur André. Docteur André, vous avez la parole. oui, merci, professeur, de la parole. Bon, je pense que quand on parle de l'analyse, on fait allusion à l'étude d'une situation ou l'étude d'un cas. Donc, euh, c'est à ça que moi j'ai fait allusion quand on parle d'analyse. Donc, on va étudier un cas ou bien on va étudier une situation, c'est un peu ça. OK, analyser une situation, docteur Edo. Oui, analyser, merci pour la parole. Analyser, c'est aussi, en dehors de faire l'étude d'une situation, faire aussi un examen détaillé des différentes facettes d'un problème. OK, je vois la main de docteur Julienne est toujours levée. Je ne sais pas si c'est une nouvelle ou ancienne. Peut-être qu'elle a oublié de désactiver. Alors, je donne la parole à docteur Dieu merci. Une analyse, c'est aussi en quelque sorte une auto-évaluation pour établir les relations entre les faits que nous sommes en train d'évaluer. Un peu ça. OK, merci beaucoup. Docteur John. Docteur John Kabongo, votre main est levée, votre micro désactivé. Oui, maintenant c'est bon. Ok, bonjour professeur, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je voulais joindre mon raisonnement sur la définition de l'analyse, rejoindre mes précédents. En fait, Oui. certainement, analyser pouvait être compris dans le sens d'examiner, dans le sens d'évaluer, dans le sens de décrire une situation. Voilà, c'est ce que j'allais aussi parler. Donc, analyser une situation, c'est-à-dire c'est décrire la situation, examiner la situation. Je pense que c'était ça. OK, merci. Nous prenons un dernier intervenant, docteur Jennifer. Oui, merci, docteur Nadine. Je crois que quand on parle d'analyser, c'est justement une étude approfondie d'une situation. Et on essaye, et cette situation constitue comme un tout, et vous essayez de dégager les constituants. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que en plus de tout ce que les autres ont dit, vous avez ajouté un plus. Donc, analyser, c'est décomposer. Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui est
un tout, un ensemble que l'on va décomposer pour étudier les constitutifs, pour essayer d'examiner, d'étudier, d'expliquer le, 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 le constitutif de cet ensemble. Donc voilà, je pense que nous avons tous abordé dans le même sens. Ce qu'il faut ajouter à cette définition, c'est le dernier ajout que Dr. Jennifer vient de faire. Donc analyser, c'est décomposer un tout en ses éléments constitutifs, enfin de l'expliquer, de les comprendre. Donc l'idée derrière l'analyse, c'est de comprendre. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors voilà, je n'avais pas mis l'explication. Je voulais qu'on discute tous ensemble pour pouvoir trouver le mot qu'il faut pour définir l'analyse. C'est une étape importante pour arriver à concevoir et à rédiger un projet. Donc, c'est la première partie, la première étape. Donc, il faut d'abord commencer par analyser la situation. Alors, l'analyse de la situation va se faire à 3 niveaux. Nous allons d'abord faire l'analyse du problème, ensuite l'analyse du contexte et l'analyse des parties prenantes. C'est en toute logique que nous allons commencer par l'analyse du problème. Parce qu'en fait, comme nous avons défini dans la partie introductive, un problème, c'est un écart conscient qui est ressenti entre ce qui est et ce qui devrait être entre la situation actuelle et la situation idéale. Et donc, tout commence toujours par l'identification ou l'analyse, en fait, du problème. C'est parce qu'il y a problème que nous allons nous mettre à analyser la situation pour bien comprendre, pour bien expliquer les choses et amorcer une démarche pour pouvoir résoudre le problème. Alors, l'outil que nous allons utiliser ici, c'est l'arbre à problème. Vous allez comprendre qu'il y a plusieurs outils. OK, mais nous avons choisi l'arbre à problème vu que nous allons parler de façon générale de projets communautaires. Donc, en fonction du problème que l'on choisit ou de type de projet, il y a aussi, au fait, un outil adapté que l'on peut exploiter. Alors ici, moi, je trouve que c'est mieux d'utiliser l'arbre à problème. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre lorsque nous allons voir ensuite l'arbre à solution avec les cadres logiques. Alors, pourquoi analyser le problème? On analyse le problème pour répondre aux questions suivantes. Quels sont les problèmes que le projet doit résoudre? Quelles sont les causes qui sont à l'origine de ces problèmes? Quelles en sont les conséquences et qui en sont concernés? Donc, vous avez dit d'une part, je m'excuse, les problèmes qui, en fait, est placé au centre de l'arbre. C'est donc le problème central que vous avez identifié, que vous allez placer au centre de l'arbre. Les causes qui sont à l'origine de ces problèmes seront en fait placées à la racine ou constituent la racine du problème. Parce que ce sont les causes, comme on les dit bien, qui sont à l'origine du problème. Alors ensuite, on va chercher les conséquences. Donc, il y a eu des causes qui sont à l'origine du problème central que nous avons identifiées et nous allons chercher ensuite les conséquences, les effets en fait du problème. Le problème central a causé des effets
a eu des conséquences qui seront en fait les ramifications du tronc et voire même les feuilles. Et on va aussi voir ceux qui sont concernés par le problème, c'est important, mais nous allons beaucoup plus en discuter dans l'analyse des parties prenantes. Mais lorsqu'il y a un problème, il y a toujours des ressources humaines ou quelque part euh, la présence humaine, en fait, qui peut être à la base de ces problèmes-là. Alors, pourquoi faire un arbre à problème? L'arbre à problème est un outil qui permet de schématiser et hiérarchiser le problème pour établir les relations de cause à effet. Donc, comme vous avez vu, nous avons un problème au niveau central. Nous établissons de façon hiérarchisée euh, et donc, nous schématisons de façon hiérarchisée le problème pour établir les relations des causes, de l'origine aux effets qui sont en fait des conséquences. L'analyse des causes et des conséquences du problème affine la compréhension et permet d'envisager sur quoi il sera possible d'agir. Donc, lorsque vous avez fait une représentation sur cet arbre, vous allez voir et ressortir facilement sur quoi vous devrez agir en termes de cause pour pouvoir résoudre le problème. Et les conséquences, en fait, c'est lorsque vous allez voir clairement si lorsque vous résolvez le problème central, vous allez effectivement euh, réduire les effets, vous allez effectivement réduire les conséquences. Alors, comment faire un arbre à problème? Je venais de l'expliquer. Il faut d'abord énoncer clairement et précisément le problème central. Il sera donc la base du tronc de l'arbre, un problème bien défini et à moitié résolu. Donc, il faut toujours savoir quels sont les problèmes exacts. Il se passe où et quand se produit-il et pourquoi est-ce un problème? Pourquoi vous pensez que c'est un problème? Donc, si vous avez bien défini les choses, c'est déjà une partie de la résolution à votre problème. Alors, après avoir énoncé clairement et précisément le problème central, vous allez identifier ses causes principales et secondaires. Vous avez vu sur notre arbre, il y avait deux niveaux au niveau des causes. Au niveau des racines, vous avez les causes principales et les causes secondaires qui sont en fait les racines du problème. Identifier ses conséquences qui sont en fait les branches et ses effets secondaires, les ramifications. Et ça peut évoluer jusqu'aux feuilles, comme je venais de le dire. Il faut aussi vérifier la logique, en fait, la hiérarchie du problème. Il faut voir si les causes sont vraiment à l'origine du problème central et si le problème central peut être ou est à l'origine des conséquences ou entraîne des conséquences. Ensuite, vous allez tracer les diagrammes de l'arbre à problème. Donc, comme nous allons le voir ensuite dans la diapositive suivante, et une fois les causes et les conséquences identifiées, il vous est possible de proposer des solutions pertinentes. Il peut donc vous aider à préparer une mission exploratoire. L'arbre à problème vous permet surtout de définir la stratégie du projet à venir. Il permet en fait d'établir les cadres logiques que nous allons appeler l'arbre à solution. Voilà les diagrammes à problème dont j'ai parlé. Donc, ici, on va essayer de rechercher les liens entre l'arbre à problème et le projet. Donc, lorsque vous identifiez le problème, l'idée, c'est de faire
de les schématiser, de hiérarchiser les choses et ensuite de chercher à comprendre les liens entre l'arbre à problème et le projet que vous voulez rédiger. Et en fait, le projet que vous voulez rédiger, c'est ça, même l'arbre à solution pour pouvoir répondre au problème central. Alors, dans le projet, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le problème par l'objectif. Donc, au niveau du problème central, vous aurez donc l'objectif. On remplace le cause par les activités à mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc, vous voyez, vous avez le cause direct et le cause secondaire. Et dans l'arbre à solution ou dans le projet, on remplace le conséquence, le cause plutôt, je voulais dire, par les activités à mettre en place pour atteindre l'objectif. Et ensuite, on remplace les conséquences par les résultats attendus du projet. Donc, lorsque vous avez un diagramme à problème, vous avez au niveau central le problème central, vous allez le transformer dans votre projet en objectif. Les causes seront remplacées par les activités à mener et les effets et les conséquences seront donc remplacées par les résultats attendus du projet. Donc, voilà, l'arbre à problème s'élit des bas en haut en allant par les causes qui sont la racine, qui peuvent être à des niveaux, les primaires qu'on a appelées les causes directes et les secondaires. Ensuite, ces causes vont donner ou faire naître le problème central et le problème central va amener aux conséquences et des conséquences aux effets. Ainsi, l'arbre à problème est transformé en arbre à objectif, encore appelé arbre à solution, avec l'objectif au centre, les, les, les actions qui vont permettre d'atteindre l'objectif et les résultats qui sont en fait l'impact du projet dans la communauté. Alors, après l'analyse de la situation, on va passer à l'analyse du contexte. Le contexte ici est pris dans un sens large. Ça peut être un pays, ça peut être une province, ça peut être un ministère, un programme, ça peut être une zone de santé. En fait, c'est les portraits de l'organisation. Ça peut être aussi une structure, une organisation non gouvernementale qui rédige ou qui a identifié un problème dans une communauté et qui s'est mis à rédiger un projet. Donc, vous pouvez aller dans tous les sens en considérant aussi bien votre structure, votre organisation, que les pays et les mondes. Donc, nous allons voir ça. L'outil que nous allons utiliser, c'est la matrice FFOM. La matrice FFOM ne veut rien dire d'autre que matrice de force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, encore dit matrice SWOT en anglais pour dire strength, weakness, opportunities and threats. Alors, c'est une matrice où nous avons une table des contingences. Il se présente comme une table des contingences à deux entrées.
avec, d'une part, les éléments internes à l'organisation et de l'autre, les éléments externes à l'organisation. Les éléments internes à l'organisation, c'est ce que nous allons considérer comme force d'une part et faiblesse. Et les éléments externes, c'est notamment les opportunités euh, qui s'offrent à l'organisation ainsi que les menaces. Ces tableaux peuvent être aussi lus dans un sens vertical où vous avez d'une part les atouts qui sont les forces et les opportunités et de l'autre les handicaps qui sont en fait les faiblesses et les menaces et il peut être croisé euh, pour bien définir les choses et ressortir euh, l'analyse du contexte dans sa globalité. Alors, on commence d'abord par chaque cadran pour bien analyser, où on commence par ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, et ensuite on va le croiser donc pour bien faire l'analyse. Alors sur le plan force, ici je propose quelques questions. On se pose la question, que faisons-nous bien? Donc, qu'est-ce que l'organisation fait des biens? Quels sont les aspects de notre organisation qui suscitent notre fierté? Quelles sont les capacités de notre organisation qui aideront à réussir en termes de gestion, moyens financiers, humains et matériels? Et qui disent nos collaborateurs, en fait, sur notre organisation. Donc, ce sont des, des atouts, en fait, qu'on a en interne par rapport à notre propre organisation. Mais on peut les faire aussi avec les faiblesses, notamment en se posant quelques questions du genre quels sont les aspects de notre organisation sur lesquels nous devons travailler, quels sont les aspects ou les capacités de notre organisation qui constituent des faiblesses et quelles sont les déceptions que nous vivons avec l'organisation. Donc, voilà un peu les questions que nous pouvons nous poser en interne, aussi bien pour ressortir les forces que les faiblesses. Nous pouvons aussi poser quelques questions pour analyser en fait les opportunités et les menaces qui sont en fait des facteurs externes à l'organisation. Euh, En se posant, par exemple, pour les opportunités, analyser les opportunités, les questions du genre, quelles sont les tendances ou les événements qui créent le plus d'opportunités à l'échelle locale ou mondiale, quels sont les changements technologiques, culturels ou sociaux dont nous pouvons tirer parti. Donc, il y a toujours des changements technologiques, culturels ou sociaux qui peuvent euh, être en fait vus comme des opportunités pour exploiter en fait et résoudre un problème central dans notre milieu. Alors, quelle politique gouvernementale en vigueur pourrait avoir une importante influence positive sur notre organisation et quelles sont les ressources financières mobilisables? Ici, c'est de voir ce que nous avons autour de nous, en fait, qui peut être considéré comme opportunité pour pouvoir répondre à la question centrale. Et ça peut être en fait le politique. Voilà, il y a toujours des situations politiques défavorables pour résoudre un problème donné et ceux qui sont défavorables à résoudre ce problème-là. Il y a aussi les ressources financières qu'il faut analyser parce qu'on
la résolution de problèmes passe toujours par les ressources financières. Ici, nous avons défini le premier jour ce qu'on avait appelé par projet bancable. C'est un projet qui est capable et d'être soumis à une banque et d'être finançable, quoi. Alors, dans notre milieu, souvent, nous ne saisissons pas des opportunités. Les ressources financières, nous pouvons les mobiliser de plusieurs façons euh, en considérant en fait les personnes physiques ou morales. Donc, il faut toujours pas voir les organisations internationales. Notre gouvernement peut être une source de financement, la communauté également, et même le membre de votre organisation peuvent être aussi euh, des ressources euh, pour mobiliser les moyens pour mener à bien un projet ou résoudre un problème identifié dans la communauté. Donc, voilà. Après, nous avons les menaces. Ici, c'est de se poser la question, ben, quels sont les obstacles auxquels nous faisons face dans notre environnement en termes d'économie, réglementation gouvernementale et tout. Ce sont des menaces. Il y a parfois des réglementations qui ne permettent pas à une structure de bien fonctionner. Donc, tout ça, ça peut constituer des menaces. Voilà, des conditions, ça peut être des conditions climatiques ou autres qui peuvent être considérées comme des menaces ou qui peuvent être des menaces à la résolution d'un problème. Par exemple, si c'est un problème agricole où vous voulez augmenter la productivité. Donc, vous allez voir dans ces conditions-là que les conditions climatiques auront une part très importante comme menace. Les changements des politiques aussi, ça peut être une menace importante. Donc, on va voir ça dans les troisième modules. Ces menaces, en fait, sont des risques que nous allons énumérer et sur lesquels nous devons agir en les minimisant, bien sûr, pour pouvoir réussir notre projet ou la résolution de notre problème. Alors, voilà, les changements technologiques aussi peuvent constituer une menace importante lorsque vous avez, par exemple, dans votre milieu des organisations qui sont plus avancées en technologie que vous, ils peuvent constituer une menace pour votre organisation ou peut-être pour votre projet. Alors, nous allons donc croiser le, le, le- les différents éléments pour faire donc une analyse croisée. Une analyse FFOM vous permettra de saisir des opportunités. Vous êtes là et préparer des stratégies efficaces. Donc, ici, il s'agit de faire un portrait clair et réaliste de votre environnement interne qui va au fait vous permettre ou vous aider à réparer le moyen de mieux satisfaire les attentes, d'atteindre vos objectifs et de renforcer les aspects plus faibles qui ont une incidence sur vos résultats. Donc, vous allez agir sur vos opportunités, les opportunités qui sont dans votre environnement pour pouvoir renforcer vos forces et minimiser vos faiblesses. L'analyse de votre environnement externe vous aidera à vous préparer à saisir les opportunités et à faire face aux menaces qui auront une incidence sur votre organisation dans les années à venir. Après avoir cerné ces forces-là, faiblesses, opportunités et menaces,
vous devrez collaborer avec votre équipe pour convenir d'une intervention appropriée en répondant aux questions du tableau. Donc, en croisant les forces et les opportunités, la question est de savoir comment utiliser mes forces pour tirer parti des opportunités en face de moi. En croisant les faiblesses aux opportunités, la question sera de savoir comment surmonter les faiblesses qui m'empêchent de tirer parti de ces opportunités. Et en croisant, bien sûr, les forces et les menaces, c'est d'étudier comment utiliser mes forces pour réduire la probabilité et les effets de ces menaces. Et en croisant les faiblesses et les menaces, la question sera de savoir comment surmonter les faiblesses qui concrétiseront les menaces. Donc, l'idée ici, c'est d'étudier d'une part les forces qui peuvent vous aider à saisir les opportunités en présence ou minimiser les faiblesses pour pouvoir saisir les opportunités, ou soit utiliser les forces pour réduire les menaces ou encore surmonter les faiblesses qui, lorsqu'ils ne sont pas surmontés, ils vont vous amener ou concrétiseront les menaces. Donc, voilà un peu comment les choses sont présentées. Alors, de façon pratique, pour retourner à cette diapositive, cette analyse, en fait, va vous permettre de présenter votre contexte. Donc, le contexte, en fait, c'est l'analyse du portrait de votre pays, de votre organisation, de votre structure. Vous allez présenter le problème dans le contexte également. Donc, voilà, dans le contexte, vous présentez le problème central, vous présentez le contexte, la situation du pays, la situation de votre structure, OK? Et là, vous présentez également les opportunités au niveau du contexte de votre projet lorsque vous êtes en train de rédiger. Donc, vous allez ressortir aussi les opportunités. Ensuite, vous allez utiliser dans la justification de votre projet, vous allez utiliser également parler du problème, OK, par rapport à votre contexte, à votre communauté, et montrer dans la justification que vous avez des forces qui vont en fait vous permettre de résoudre ces problèmes-là. Vous avez des forces ainsi que des opportunités qui vont vous permettre de résoudre le problème. Alors, voilà les menaces, nous allons voir dans les cadres logiques qui seront en fait présentés sous forme d'hypothèses. Et voilà, ce sont plus tard ce qu'on va considérer comme risques sur lesquels il faut agir pour pouvoir en fait minimiser les échecs dans l'exécution du projet. Alors, nous passons à l'analyse des parties prenantes. L'analyse des parties prenantes, c'est aussi un niveau phare dans l'analyse de la situation. Donc, il faut toujours analyser les parties prenantes ou les personnes qui sont concernées par le problème central.
Alors, qu'appelle-t-on partie prenante? On appelle partie prenante l'ensemble des personnes ou de groupes qui sont affectés ou intéressés par la réalisation et les résultats du projet. Il s'agit des personnes ou institutions qui peuvent directement ou indirectement, de manière positive ou négative, influencer le projet ou le programme ou être influencés par lui. Alors, qu'est-ce que l'analyse des parties prenantes? C'est en fait une méthode qui vise à examiner les intérêts et l'influence potentielle de toutes les parties prenantes qui peuvent être affectées par le projet afin de planifier comment accentuer le rôle de celles qui sont favorables au projet tout en minimisant les risques posés par celles qui sont défavorables au projet. Pourquoi il est important d'analyser les parties prenantes? L'importance d'analyser les parties prenantes, c'est d'abord pour identifier les intérêts, les positions, le rôle, les responsabilités des divers acteurs du projet. Vous devrez savoir pourquoi vous incluez dans votre projet telle partie prenante, telle personne, pourquoi vous l'incluez dans votre projet et quelle sera en fait sa position dans le projet, les rôles qu'il va jouer, qu'est-ce qu'il va faire. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans le projet parce que vous les connaissez. Il faut définir clairement le rôle qu'il va jouer en fait dans le projet. Les responsabilités, c'est bien de les définir déjà au début. Et ça s'est fait au début, pendant cette phase d'identification, cette phase où nous analysons la situation. C'est aussi pour identifier les risques. Nous avons dit qu'il y a toujours des menaces. Ces menaces-là, en fait, sont des risques au projet. Et ces risques sont souvent liés aux personnes qui sont concernées dans le projet, qui peuvent influencer positivement ou négativement un projet. Donc, lorsqu'on analyse des parties prenantes, l'intérêt ici, c'est pour identifier aussi les risques. OK? C'est aussi pour identifier les obstacles. Vous pouvez avoir une bonne idée, vous voulez résoudre un réel problème, mais parce que vous n'avez pas fait une bonne analyse des parties prenantes, euh, vous rencontrez en fait des personnes qui vont être des obstacles à, à un bon avancement, au bon avancement du projet. Donc, ça peut être la communauté lorsque vous ne les avez pas inclus, vous ne les avez pas inclus dans l'identification du problème, par exemple. Ils ne trouvent pas d'importance de ces projets et donc ils peuvent s'ériger en obstacle. Ça peut être aussi les politiques. Vous avez un bon projet, mais vous n'avez pas bien managé les choses. Les politiques ne sont pas d'accord avec vous. Ils peuvent constituer un obstacle. Ça peut être les chefs du village. Ça peut être en fait les leaders communautaires. Donc, voilà, les parties prenantes sont vraiment importantes. Il faut identifier les obstacles parmi les acteurs ou les utilisateurs et la solution que vous voulez mettre en place. Il est aussi important d'analyser les parties prenantes pour identifier le conflit potentiel qui pourrait nuire au projet. Donc, si vous allez dans une zone où il y a des conflits entre deux tribus, voilà, où vous avez des personnes qui ont des conflits d'intérêts, ça pourra nuire à votre projet. L'analyse des parties prenantes peuvent vous permettre d'identifier les opportunités et les partenariats qui peuvent s'ouvrir et être développés.
Donc, ici, lorsque vous analysez les parties prenantes, ça peut être des structures partenaires, ça peut être des bailleurs des fonds, voilà, d'autres structures ou d'autres acteurs qui peuvent amener un plus et développer votre projet. Donc, l'analyse des parties prenantes permet aussi d'identifier le groupe vulnérable ou marginalisé qui sont souvent écartés de processus de planification, qui sont souvent laissés pour compte, laissés à côté. Alors, comment faire cette analyse des parties prenantes? Idéalement, toutes les parties prenantes importantes devraient être impliquées dans l'analyse. Normalement, on doit impliquer toutes les parties prenantes, mais il faut considérer de manière pratique la possibilité de les faire parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a des parties prenantes. Je disais qu'il y a des parties prenantes que l'on ne peut pas impliquer dans l'analyse, mais il faut faire des efforts pour pouvoir prendre tout le monde. En même temps, il faut éviter de biaiser l'analyse en ne prenant pas en compte les préoccupations légitimes de certaines parties prenantes, tout simplement parce qu'elles sont difficiles à atteindre ou difficiles à intégrer dans la planification. Donc, c'est important de prendre les détails et voilà les avis de toutes les parties prenantes pour ne pas passer à côté d'un risque qui va peut-être être grave et perturber la bonne mise en œuvre du projet. Alors, voilà, l'analyse des parties prenantes permet aussi de faire l'analyse des différents stades du projet. En fait, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle s'est fait aux différents stades du projet. Donc, ça veut dire que cette analyse des parties prenantes s'est fait au début, à la phase d'identification et de conception du projet. Mais lorsque vous faites cette analyse, vous devrez la faire et analyser quelles sont les parties prenantes qui vont en fait participer ou agir à toutes les étapes de notre projet. C'est au début qu'on définit les choses, qu'on définit les rôles que chacun va jouer dans le projet. Ce n'est pas à la fin ou au milieu qu'on va commencer à redéfinir les choses ou à ajouter et tout, certaines parties prenantes qui n'étaient pas prévues au milieu. Donc, le chose se planifie avant. Donc, c'est pendant cette période d'identification qu'il faut identifier les parties prenantes qui vont en fait intervenir à chaque stade, à chaque phase de votre projet. Alors, l'analyse des parties prenantes s'est fait aux différents stades du projet, comme nous venons de les dire. Donc, il faut étudier identifier quelles sont les parties prenantes qui vont être impliquées à la phase de l'identification. Donc, pendant que nous faisons l'identification, quelles sont les parties prenantes? Donc, pendant que nous faisons l'identification du problème, est-ce qu'il faut insérer la communauté? Est-ce qu'il faut insérer les bailleurs des fonds ou d'autres structures partenaires? Donc, c'est au début du projet qu'il faut définir quelles sont les parties prenantes qui vont participer, qui vont intervenir dans l'identification et décider comment les impliquer dans la conception et l'étude des faisabilités. Donc, voilà, à la phase de conception et d'étude des faisabilités, impliquer les parties prenantes pour faciliter la conception du projet et l'analyse des risques. Donc, c'est ici qu'il faut impliquer les politiques, il faut impliquer les chefs du village, il faut impliquer en fait la communauté pour pouvoir analyser, pérenniser votre projet et minimiser les risques. La phase de démarrage.
à la phase de démarrage, il faut décider quelles sont les parties prenantes qui vont intervenir à la phase de démarrage. Ici, il faut impliquer les différentes parties prenantes pour faciliter le démarrage du projet dans de bonnes conditions. Parfois, à la phase de démarrage, on préfère que les autorités plutôt politico-administratives soient là. Donc, il faut déjà le prévoir au début et dire c'est quelle autorité politico-administrative qui va présenter, en fait, les autorités ici dans les cadres de votre projet. Est-ce que les bailleurs des fonds seront là? Qui sera là et tout? Il faut les identifier et les impliquer. Voilà. Donc, à la phase de mise en œuvre et de suivi, il est important d'impliquer les parties prenantes favorables au projet et de suivre celles qui sont défavorables. Donc, pendant que vous faites l'identification, l'analyse de la situation, il faut étudier quelles sont les parties prenantes qui sont favorables au projet et suivre celles qui sont défavorables. Donc, nous allons continuer plus bas. Vous allez voir comment nous pouvons euh, ressortir lorsque nous faisons le choix et l'identification des parties prenantes, comment nous pouvons ressortir un peu les parties prenantes qui sont favorables, qui sont importantes pour le projet et ceux qui ne le sont pas. Alors après, nous allons à la phase d'évaluation. Donc, c'est la phase où on va planifier l'implication des différentes parties prenantes dans la révision et l'évaluation du projet afin d'avoir une perspective plus objective. Ici, on va choisir, en fait, quelles sont les parties prenantes qui vont participer à cette partie. Est-ce qu'on va utiliser les auditeurs internes et externes ou seulement les auditeurs externes? Donc voilà, à cette étape, on va donc identifier toutes les parties prenantes qui vont participer dans notre projet, et à chaque étape et définir à ces étapes-là quel rôle ils vont précisément jouer pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, quelles sont les étapes de l'analyse des parties prenantes? Il faut d'abord identifier les parties prenantes clés et leurs intérêts dans la réussite du projet. Donc ici, vous identifiez les parties prenantes qui vont influencer positivement ou négativement le projet. C'est ce qu'on va appeler les parties prenantes clés et leur intérêt dans la réussite du projet. Quel est l'intérêt de chaque partie prenante que vous insérez en fait à telle autre phase dans la réussite de votre projet? Et là, on va utiliser les tableaux d'identification des parties prenantes comme outil. Ensuite, vous allez évaluer l'influence et l'importance de chacune de ces parties prenantes dans le projet. Quelle est l'influence de telle partie prenante ou de telle autre? Quelle est son importance dans le projet? Là, on va utiliser les tableaux d'importance et d'influence des parties prenantes. Et ensuite, nous allons identifier les différentes stratégies possibles pour impliquer vraiment les parties prenantes en utilisant la matrice de l'importance et de l'influence des parties prenantes. Alors, voilà, nous avons parlé du tableau d'identification des parties prenantes. Voici comment il se présente. C'est un tableau où vous avez les parties prenantes que vous avez identifiées par rapport à votre projet. Vous allez ici mettre l'intérêt dans le projet, dans l'activité que vous menez, et puis la nature de l'intérêt. Donc, ici, il s'agit de dire si la nature est positive ou négative. Alors, vous
les parties prenantes, ça peut être des autorités politico-administratives. Ils occupent une place importante en fait dans l'analyse des parties prenantes. Il faut toujours prendre en compte ces autorités-là pour bien mener vos projets, vos activités. Alors, souvent, lorsque ce sont des projets euh, qui sont menés pour résoudre le problème qui devrait normalement être résolu par le gouvernement ou l'État et qui se considère comme votre partenaire parce que, voilà, vous l'aidez à résoudre le problème, ils vont avoir euh, de l'intérêt des natures positives. Alors que si vous ne les avez pas intégrés ou impliqués correctement, la nature de l'intérêt sera négative. Alors, les parties prenantes, ça peut être l'organisation porteuse. L'organisation porteuse, c'est celle qui a rédigé le projet, qui met en œuvre le projet. Ça sera pour elle une occasion de résoudre le problème qu'il a identifié. Donc, la nature de l'intérêt est positive. L'organisation partenaire, c'est souvent l'organisation soit qui a financé, mais ici, j'ai scindé un peu pour différencier les partenaires techniques et les partenaires financiers. Donc, l'idée sera soit, l'intérêt sera soit l'occasion de poser les actions, d'intervenir pour résoudre un problème qui pense aussi être prioritaire ou l'occasion d'augmenter aussi euh, des partenaires. Voilà. Donc, ici, l'intérêt sera de nature positive. Mais vous pouvez aussi avoir, en plus des partenaires techniques, des partenaires financiers. C'est pourquoi j'ai ressorti les bailleurs des fonds ici. Voilà, dont l'intérêt dans l'activité est pour lui, en fait, les bailleurs, une occasion d'augmenter des partenaires ou d'augmenter son influence. L'intérêt sera des natures positive et vous avez à côté la communauté où vous avez les bénéficiaires directs qui sont les utilisateurs directs, les personnes qui vont exploiter directement les résultats ou voilà les résultats de votre projet. Euh, Dans la plupart des cas, l'intérêt est positif lorsque ces bénéficiaires sont impliqués dans l'identification du problème. Et donc, ils considèrent que c'est leur problème et qu'ils doivent être impliqués convenablement. Ils doivent participer, être participatifs pour résoudre le problème et souvent ils les font bien lorsqu'ils sont impliqués, lorsqu'ils comprennent l'essence et dans le projet où les bénéficiaires directs sont impliqués et qui sont participatifs sont souvent des projets qui sont pérennes, voilà, parce que le bénéficiaire savent que c'est pour résoudre leurs problèmes qu'on a implémenté le projet. Mais et ce n'est pas le cas, ça sera donc de l'intérêt des natures négatives, ça sera un sabotage et tout. Donc, voilà, à côté des bénéficiaires directs, il y a toujours des bénéficiaires indirects qui trouvent, en fait, dans le projet une occasion pour profiter des réponses ou des solutions amenées par le projet qui peuvent implémenter dans leur milieu ou dans un autre site, etc., etc. Ce n'est pas ça, c'est vraiment une liste des parties prenantes proposées. Mais par exemple, dans l'organisation, vous allez, porteuse, par exemple, vous allez avoir ressortir les chefs du projet, les commanditeurs, celui qui a identifié le problème, les, 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 les maîtres d'œuvre, d'ouvrage, voilà, donc c'est un peu ça.
même les directeurs techniques. Donc, il y a plusieurs parties prenantes et ça dépend du projet. Vous avez vu dans les interventions qu'il y a eu plusieurs parties prenantes. Et ça dépend aussi du projet. Donc ici, je retourne le même partie prenante, mais il s'agit en fait du tableau d'importance et influence des parties prenantes. Vous avez une échelle qui va de 1 à 5, où 5 égale la plus forte et 1 la plus faible, et vous évaluez l'importance de chaque partie prenante. Ensuite, vous allez aussi euh, évaluer l'influence de chaque partie prenante que vous intégrez dans le projet. En cotant, bien sûr, des 4 à 5, ça, c'est une situation imaginaire où j'ai pensé que les autorités politico-administratives sont importantes, euh, mais pas à 100%. Et donc, mais ils sont très influents lorsque vous les insérez dans un projet pour vous soutenir administrativement. Donc, voilà. Et pour bien comprendre ces tableaux, nous allons avancer avec la matrice, je m'excuse, d'importance et influence des parties prenantes. Ici, les parties prenantes sont en fait placées sur une matrice où vous avez l'importance allant de l'échelle des 0 à 5 et aussi l'influence des 0 à 5. Et donc, la matrice elle vient croiser l'importance et l'échelle en milieu et vous allez étudier l'importance de chaque partie prenante en tenant compte, en évaluant en fait son importance et son influence. Donc, voilà par exemple pour le premier groupe. Ce sont des parties prenantes qui revêtent une grande importance pour le succès de l'activité, mais il est possible qu'ils n'exercent qu'une influence restreinte sur le processus. Donc, ils sont là sur l'échelle d'importance. Ils sont au-delà de 3, alors que sur l'échelle d'influence, ils sont en deçà. Donc, ils revêtent une grande importance pour le succès de l'activité, mais il est possible qu'ils n'exercent qu'une influence restreinte sur le processus. Donc, pour bien comprendre cette matrice, je vais donner l'exemple d'un projet où l'on organise des cours dans une école, par exemple, où vous avez les élèves d'une part, vous avez l'enseignant, vous avez de l'autre côté les directeurs de l'école et de l'autre côté les professionnels de surface ou la sentinelle. Donc, voilà, nous avons 4 groupes des parties prenantes, les élèves, l'enseignant, les directeurs de l'école et les personnels d'appui, où j'ai cité la sentinelle et les professionnels des surfaces. Alors, dans ce projet, pour qu'il y ait cours, pour que le cours se tienne, vous allez voir que, par exemple, dans le groupe 1, il s'agit des sujets qui sont importants, mais en fait, euh, leur absence n'influence pas euh, vraiment le processus. Donc, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, il n'y a pas vraiment d'influence dans le processus. Par exemple, si un élève s'absente du cours, OK, c'est une partie prenante.
ça ne va pas influencer le cours va continuer. Donc, l'élève qui s'absente, il n'a pas beaucoup d'influence sur la tenue du cours, mais il est important qu'il soit dans la salle parce que le cours est organisé pour les élèves et donc il doit être dans la salle pour mieux assimiler ses cours. Le fait qu'il soit présent, c'est important, mais le fait qu'il soit absent n'influence en rien la tenue du cours. Donc voilà pour le premier groupe. Les parties prenantes du groupe 2 se trouvent au centre du processus de planification car elles sont à la fois importantes et influentes. Ils sont sur l'échelle d'influence au-delà de la moitié et sur l'échelle d'importance au-delà de 3. Donc ici, on peut considérer l'enseignant, OK? C'est une partie, un acteur clé au fait à la tenue du cours, si on prend toujours notre exemple. Donc, si l'enseignant n'est pas là, le cours n'aura pas lieu. Donc, il est important qu'il soit présent et sa présence influence les résultats de notre projet qui est ici la tenue de cours. Les parties prenantes du groupe 3 ne sont pas au cœur de l'initiative et exercent peu d'influence quant à son succès ou à son échec. Ils ne jouent vraisemblablement pas un grand rôle dans le processus global. Ici, nous pouvons prendre l'exemple des professionnels d'appui, les, les, la sentinelle, le professionnel de surface, que la salle soit sale ou pas, si les élèves sont là et que l'enseignant est là, le processus va continuer. Donc, voilà, leur importance et leur influence sont minimes. Alors, les parties prenantes du groupe 4 ne sont pas très importantes pour l'activité, mais elles peuvent exercer une influence significative. Ici, en fait, on va prendre l'exemple du préfet. Il n'est pas important qu'il soit dans la salle pour donner cours ou enseigner, mais sa présence permet d'influencer positivement parce qu'en fait, il met l'ordre, il met la discipline et il permet en fait d'influencer positivement le processus. Donc voilà, je pense qu'avec cet exemple, ça devient plus clair et plus facile. Alors, nous passons à l'étape 2. Ce que nous pouvons retenir à la première étape, c'est que c'est important de faire l'identification du problème, de ressortir les forces de l'organisation qui veut mettre en place ou porter le projet et de jouer en fait sur les opportunités pour pouvoir réussir en fait à résoudre le problème que vous avez identifié. Il faut faire attention aux parties prenantes. Ce sont des personnes clés. Le moyen humain, les ressources humaines, c'est la partie la plus importante du projet et qu'il faut tenir en compte. Il faut définir leur rôle. On ne met pas les gens dans le projet juste pour les plaisirs ou parce que vous êtes des amis, mais il faut connaître et définir le rôle que chacun va jouer. Il faut faire attention à certaines parties prenantes qui sont là. Vous ne savez pas très bien ce qu'ils font. Ils n'apportent rien. Voilà, mais entre-temps, ils sont en train d'influencer négativement votre projet ou il peut aussi vous nuire. Le projet, en fait, c'est euh, un travail intellectuel que vous concevez et tout. Si vous mettez n'importe qui, il peut dupliquer votre projet et les prendre pour lui.
Donc, toujours faire attention aux personnes que vous impliquez, définir qui vous impliquez à l'avance à chaque étape et définir le rôle et l'intérêt de chacun en utilisant bien sûr les différents outils que nous venons de voir. Alors maintenant, nous allons faire passer à l'analyse, à la définition de priorité. J'avais déjà dit ça au début. Il y a tellement de problèmes qu'il faut toujours définir des priorités. Lorsque vous avez un problème central également, vous avez tellement de actions que vous pouvez mener, mais il faut aussi choisir en fait les priorités. Quelle action vous pouvez mener pour toucher directement sur la cause et atteindre vos objectifs et avoir des résultats. Alors ici, vous allez étudier, définir les priorités en tenant compte des besoins, de la demande et de ressources en utilisant ces diagrammes, les diagrammes de besoins, demande, ressources. Donc, lorsque un besoin il est ressenti, il sera exprimé sous forme d'une demande. Et lorsqu'il y a une demande, les ressources mises à disposition pour résoudre le problème seront considérées avec beaucoup d'importance parce que ce sont des ressources mises à disposition pour pouvoir répondre à un besoin. Alors que si vous mettez à disposition ou vous disponibilisez des ressources pour répondre à un problème qui n'est pas du tout un besoin de la communauté et qu'il n'y a pas de demande, ça va être en fait un gaspillage. Alors voilà, c'est un peu ça qu'on peut dire ici. Et les objectifs d'un projet bancable, nous avons les objectifs, l'objectif général. Souvent, il est unique, mais il peut être aussi multiple. Ils peuvent être aussi multiples. L'objectif général, en fait, c'est l'impact du projet. Et en fait, les objectifs spécifiques sont les objectifs où les actions, les opérations en fait qui sont menées pour pouvoir atteindre l'objectif général. L'objectif général qui est la visée du projet, qui est l'impact plus grand du projet. Alors, les objectifs spécifiques d'un projet bancable ont la caractéristique d'être SMART. SMART pour dire spécifique. Une action, un objectif. On ne peut pas avoir plusieurs actions pour répondre à un objectif. Donc, une action, un objectif. Mesurable, ça veut dire que ce sont des objectifs qui peuvent être mesurés par un indicateur des résultats qu'on va appeler indicateur objectivement vérifiés. Ce sont des indicateurs qui ne sont pas subjectifs, mais qui sont objectifs, en fait, et que l'on peut vérifier. Vous allez voir dans les cadres logiques, on aura même les sources de vérification. Atteignable. Donc, ici, c'est pour définir les étapes à franchir. Ça veut dire qu'on doit atteindre ces objectifs-là. On ne peut pas avoir des objectifs juste pour les avoir, mais il faut avoir des objectifs que vous pouvez atteindre. Il faut donc être réaliste. Alors, c'est les R. Donc, avez-vous prévu le moyen pour pouvoir atteindre vos objectifs en termes de moyens financiers, de moyens humains, matériels et temporels?
Donc, tout ça, il faut bien les définir. Donc, l'objectif doit être réaliste et temporel. Un objectif, une date, ça doit être limité dans les temps. Nous avons dit que la caractéristique essentielle d'un projet, c'est d'avoir une date de début et une date de fin. Donc, lorsque vous avez un objectif, vous devrez être sûr que cet objectif est limité dans les temps. Alors ensuite, vous passez après cette étape d'identification où nous avons fait l'analyse de la situation, nous avons défini les priorités ainsi que les objectifs. Vous allez vous mettre à concevoir le projet. Donc, vous allez concevoir votre projet en commençant, en allant au fait, bien sûr, par l'arbre à problème pour passer au fait à l'arbre à solution. Après la conception du projet, vous allez donc passer à la réalisation du projet qui est l'exécution du projet, la mise en œuvre. Et lorsque le projet est mis en œuvre, il faut les gérer. Et voilà, il faut évaluer votre gestion, il faut évaluer votre mise en œuvre. Donc, après l'exécution, la gestion, vous allez évaluer le projet et présenter les perspectives et la valorisation de votre projet. Nous allons donc poursuivre avec ces étapes en commençant demain par le deuxième module consacré à la rédaction d'un projet bancable. Là, nous allons discuter. Donc, tout ce dont nous venons de voir, c'est au fait vraiment les préambules, comment on met en place un projet, d'où il vient, en fait. Il vient d'un problème central et comment procéder dans la conception. Il faut d'abord commencer par l'analyse du problème lui-même pour rechercher les causes et ses conséquences et effets. Il faut rechercher les personnes qui sont concernées, les parties prenantes qui peuvent intervenir dans un sens positif ou négatif par rapport au projet. Et puis, il faut analyser votre contexte. Voilà pour ce qui est de cette partie. La démarche de projet. Alors, nous allons faire un petit exercice individuel où chacun va identifier un problème dans son milieu et présenter une analyse de la situation. Donc, avec les différents niveaux, donc les 3 niveaux, le problème, vous allez analyser le problème central que vous avez identifié. OK? Vous allez analyser le contexte, votre organisation et puis les parties prenantes. Et puis, parce que nous avons parlé des bailleurs des fonds, essayez de trouver 4 bailleurs des fonds susceptibles de financer le projet que vous allez proposer et donner leur stratégie de financement. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire comme exercice et chacun va essayer de faire quelque chose et de nous envoyer pour correction. Merci pour votre aimable attention. On s'est dit au revoir et à la prochaine séance.